Bonjour tout le monde. Donc oui, on l'a dit en introduction, on a appris il y a 2 heures, je crois, que Philippe Couillard avait déclenché des élections partielles dans le comté de Gouin, qui est juste à côté d'ici. Et donc, je suis officiellement en campagne électorale depuis 2 heures, mais ça me fait quand même plaisir d'être ici. Je trouve ça un peu spécial de me replonger dans les événements de 2012 dans une journée pareille. Mais néanmoins, je suis content d'être là, puis je vous remercie de l'invitation. Euh, des conférences sur 2012, j'en ai donné des dizaines et des dizaines depuis 5 ans. Et il y a tellement de choses que je pourrais raconter. On m'a demandé de me fier, disons, à ce que j'ai écrit dans Tenir tête, qui est le premier livre que j'ai fait paraître, qui a été publié en 2013. Et donc, j'ai relu le livre dans les derniers jours. Je l'ai feuilleté, en fait. Puis j'y ai retrouvé 3 anecdotes, trois, euh, 3 histoires que je raconte dans ce livre-là et qui me semblent être porteuses d'enseignements, de leçons, non seulement sur 2012, mais sur la mobilisation et la politique de manière plus générale. Alors, j'ai décidé de vous partager ces 3 anecdotes-là, puis de partager peut-être également les réflexions qu'elles ont suscitées chez moi. Mais juste avant de commencer, j'aimerais préciser j'aimerais rappeler que la mobilisation étudiante de 2012, ça a été une mobilisation qui a été très longue. Ça a été une mobilisation qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Ces centaines de milliers de personnes-là, avec toutes sortes de raisons de se mobiliser. Ils y étaient donc pour des raisons parfois semblables, parfois différentes. Il y a eu bien sûr des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et donc, c'est très difficile de faire le bilan d'une lutte pareille. Et le témoignage que je vais vous livrer cet après-midi, ce n'est pas le bilan officiel, ce n'est pas l'histoire accréditée de 2012. C'est tout simplement ma version des faits. C'est un témoignage qui est donc personnel, puis qui ne prétend pas raconter l'histoire de 2012 au complet, parce qu'il faudrait être bien prétentieux pour prétendre être capable de faire la synthèse d'un événement comme celui-là. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même en parler, même si on a tous un petit morceau de l'histoire. Il faut, je pense, en parler. Et donc, des événements comme ceux de cet après-midi sont importants pour ça, parce qu'on l'a vu dans les derniers mois, lorsqu'est arrivé le 5e anniversaire du déclenchement de la grève étudiante. Il y a eu des articles qui ont été écrits dans les journaux. Et c'était assez fascinant de voir que du côté du Parti libéral, la stratégie qui a été utilisée, ça a été la stratégie de l'ignorance. On a ignoré complètement cet anniversaire-là. Je parlais à des journalistes récemment qui me disaient qu'ils ont tenté par tous les moyens d'obtenir une citation, d'obtenir une réaction de la part des libéraux en leur posant la question, mais 5 ans plus tard, quel est le bilan que vous faites, tout ça. Et tous les libéraux qui soient encore en politique ou se soient depuis retirés ont refusé tout simplement de répondre aux questions des journalistes. Et donc, il y a clairement du côté du pouvoir libéral une volonté claire d'éviter le débat sur cette question-là, puis de faire oublier aux Québécois et aux Québécoises cette mobilisation-là. Donc, d'où l'importance, bref, d'événements comme ceux de cet après-midi qui nous permettent d'en rediscuter, puis de faire le bilan, nous, de cette lutte-là. Et on n'a pas, heureusement, fini de le faire parce qu'il y a des débats qui vont continuer à se faire sur 2012 pendant des décennies au Québec, tout comme en France, on parle encore aujourd'hui des événements de mai 68. 3 anecdotes, donc, vous disais-je, sur 2012. Je vais commencer par la première, qui est la première chronologiquement parce que c'est peut-être une histoire dont vous avez entendu parler. J'ai envie de vous parler de l'Assemblée générale, d'une Assemblée générale très particulière, en fait, qui s'est tenue au mois de février 2012, le 13 février 2012, au collège de Valleyfield. C'était la première Assemblée générale de Cégep qui devait se prononcer sur la grève étudiante. Et cette assemblée-là devait, au départ, se tenir 2 semaines plus tard. Parce que quand on organise une mobilisation, les gens des syndicats le savent, bien, on fait un calendrier avec les différents votes de grève. Il y a un ordre qui est prévu pour essayer que le mouvement démarre de manière dynamique. Et donc, cette association étudiante-là à Valleyfield était censée se prononcer sur la grève beaucoup plus tard. Mais l'Assemblée avait décidé de passer au vote plus tôt et donc on s'est ramassé à devoir, en 1 semaine à peine, faire un travail de mobilisation accéléré.
pour, disons, en vue de cette assemblée du 13 février 2012 au collège de Valleyfield. Et je me présente sur place, j'avais un discours de préparé, je vais dans le local de l'association étudiante. Je rencontre un de mes collègues qui était sur l'exécutif avec moi puis qui venait de ce cégep-là, il s'appelait Maxime. Et Maxime me dit, lis mon discours. Il dit, ah, c'est pas bon ton discours. Parce que je devais donc m'adresser à l'Assemblée. Il me dit, ah non, le discours est vraiment pas bon. Je dis, pourquoi? Il dit, ben là, tu essaies de convaincre les gens de voter pour la grève. Tu leur dis que c'est le moyen à utiliser pour battre les libéraux. Sauf que ça paraît dans ton discours que tu n'as jamais fait la grève, en fait. Parce que c'est vrai, 2012, c'était aussi ma première grève à moi. Même si j'ai joué un rôle assez particulier en 2012, c'était ma première grève étudiante. J'en avais jamais fait avant. Alors que Maxime, par exemple, et d'autres de mes collègues étaient là en 2005, donc avaient déjà plus d'expérience que moi. Et donc Maxime me dit, c'est bien beau ton discours, mais ça marchera pas parce qu'on le sent. En fait, tu sais pas vraiment c'est quoi une grève étudiante, tu n'en as jamais fait une, puis ça paraît dans ton discours. Donc on jette littéralement le discours, il me dit, il faut en écrire un autre. Et tu devrais être honnête avec les gens. Tu devrais être sincère. Tu devrais le dire dans ton discours. Que tu n'as jamais fait de grève. Que pour toi aussi, c'est l'inconnu. Que toi aussi, tu ne sais pas exactement à quoi t'attendre. Mais tu devrais leur expliquer pourquoi, dans le fond, malgré cet inconnu-là, tu vas quand même voter pour la grève. Puis pourquoi, malgré l'inconnu, puis malgré tes craintes, tu les encourages à faire la même chose. Et donc, on a rédigé un nouveau discours au complet. De A à Z, on l'a griffonné sur un bout de papier. Je me suis présenté devant les étudiants et les étudiantes du cégep de Valleyfield qui étaient réunis à ce moment-là. Et j'ai fait ce discours-là où j'ai avoué que, ben écoutez, moi non plus, j'en ai jamais fait une grève étudiante. Moi non plus, je ne sais pas vraiment c'est quoi qui nous attend, mais je sais une chose, par exemple, c'est que si on ne fait pas la grève, c'est absolument certain que les frais de scolarité vont augmenter, c'est absolument certain qu'on va perdre cette bataille-là. Et, à ma grande surprise, le discours a été très, très bien accueilli. Quelques minutes plus tard, on est passé au vote. Et lorsqu'on a fait le décompte des voix, le vote de grève au cégep de Valleyfield, qui était donc le premier vote de cégep, qui avait donc une importance stratégique déterminante pour la suite des choses, bien, ce vote-là a été en faveur du oui, mais avec une majorité de 12 voix sur plus de 1000 exprimées. Et donc, ce premier vote de grève-là est passé par 12 voix, donc par un cheveu. Mais malgré tout, ça a envoyé un signal de mobilisation fort. Le lendemain, il y avait un autre cégep qui votait pour. Le surlendemain également. Et là, on connaît la suite de l'histoire. Il y a eu ça a fait boule de neige. Il y a eu un mouvement qui s'est répandu comme une traînée de poudre au Québec et on sait comment ça s'est terminé. Mais si je raconte donc cette histoire-là, c'est pour une raison en particulier. C'est que la plupart des gens ont découvert la mobilisation de 2012 dans les médias, à la télévision, notamment en étant témoin de la grande mobilisation du 22 mars. Et se sont dit, « Oh, wow, c'est magnifique, il y a 300 000 personnes dans la rue, c'est exceptionnel, c'est la plus grande mobilisation de l'histoire du Québec. Hey, c'est quand même incroyable, les jeunes, il y a une hausse des frais de scolarité, et là, tout d'un coup, bang, ils sont 300 000 dans la rue. » Et la plupart des gens ont connu ce mouvement-là par ce bout-là. Ce que l'histoire du vote au cégep de Valleyfield montre, c'est que les origines de cette mobilisation-là sont très fragiles, que ça n'aurait pas pris grand-chose, en fait, pour que cette mobilisation-là ne démarre pas. On a gagné ce premier vote-là, donc ce premier vote critique, par 12 voix. Et souvent, je me pose encore la question, si on s'était levé un matin, un peu plus tard, au lieu d'aller mobiliser à 8 heures au cégep de Valleyfield, est-ce qu'on aurait peut-être perdu ces 12 personnes-là? Qu'est-ce que ça aurait pris, en fait, pour qu'on les perde, ces 12 votes-là, qui ont probablement fait la différence entre le fait que 2012 existe ou n'existe pas? Donc, tout ça pour dire que des mobilisations comme 2012, quand on ne les a pas vécues ou quand on les observe de l'extérieur, elles ont l'air immenses, elles ont l'air tellement plus grandes que nous. On se dit, mais mon Dieu, comment on fait ça, mobiliser 300 000 personnes? C'est impossible. Ils l'ont fait une fois, mais on ne le refera plus jamais parce que c'est un exploit. Or, quand on connaît les débuts de ce mouvement-là, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent très peu de choses qui font la différence entre un mouvement qui réussit ou qui échoue, ou tout simplement entre un mouvement qui existe ou qui n'existe pas. Et là, je vous donne l'exemple du cégep de Valleyfield parce que c'est là où j'étais et c'est
un exemple qui est révélateur, mais des exemples comme ça d'assemblées où ça a été quelques votes qui ont fait la différence, il y en a des dizaines partout au Québec. Et je pourrais également vous parler comment, dès septembre 2009, on était sur le terrain déjà dans les cégeps, dans les universités, en train d'essayer de convaincre nos camarades de classe de l'importance de se mobiliser contre une hausse des frais de scolarité qui s'en venait dans 3 ans. Comment, durant tout le long de l'année 2010, tout le long de l'année 2011, on a mobilisé les gens puis on les a convaincus un par un en allant dans des cafétérias comme celle du cégep ici, en leur parlant un après l'autre, une après l'autre, en se faisant rire de nous au début pendant au moins la première année et demie, puis tranquillement par la suite en réussissant à mobiliser les gens. Tout ça a commencé par des assemblées générales où il n'y avait pas quorum, des assemblées générales où il y avait 20, 25, 30 personnes seulement. Et c'est parce qu'on a continué, parce qu'on a persévéré pendant un peu plus de 2 ans, en fait, qu'on en est arrivé, donc, ce 13 février-là à Valleyfield, avec un vote qui est passé à 12 voix, et on connaît la suite de l'histoire. Donc, tout ça pour dire que les mobilisations comme 2012, lorsqu'on les observe dans les médias, lorsqu'on les observe de l'extérieur, lorsqu'on en fait le bilan comme dans des journées comme aujourd'hui, ça apparaît toujours comme des trucs très glamour, comme des trucs inspirants et magnifiques. On voit des photos de manifestations, des gens qui s'amusent, qui ont du plaisir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans une lutte sociale comme 2012. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que des mouvements comme ceux-là soient possibles, pour que des manifestations de 300 000 personnes soient possibles, pour que des œuvres littéraires comme celles dont on vient d'entendre parler soient possibles, pour que tout ça, donc, soit possible. La condition, c'est qu'il y ait des gens sur le terrain, au jour le jour, qui fassent un travail qui est pas mal moins glamour, qui est pas mal moins excitant, qui est pas mal moins agréable, un travail qui est harassant, qui est dur, qui est répétitif. Ce travail-là, c'est le travail de la mobilisation au terrain, d'aller voir les gens autour de soi, un par un, de leur convaincre, de se faire rire de soi, de se faire lancer des affaires, de se faire cracher dessus. Il n'y a rien qui ne nous est pas arrivé dans ces 2 années-là qui ont précédé 2012, mais si on s'était découragé, si on s'était dit « Ah, ça ne marchera pas », ils l'ont fait en 2005, mais nous, on ne sera pas capable, bien 2012 n'aurait jamais existé. De la même manière, vous qui êtes au cégep actuellement, c'est tentant de voir 2012 comme ça, comme un fait d'armes exceptionnel, comme un moment historique qu'on ne verra plus jamais, comme une espèce de truc qui se produit une fois dans l'histoire et après c'est fini. La première chose que je voulais vous dire cet après-midi, c'est qu'il faut absolument éviter de tomber dans ce piège-là. Puis je voulais vous partager cette histoire-là pour vous. Donc, vous dire que ces mobilisations-là qui peuvent nous sembler immenses et hors de portée, elles ont des débuts très humbles, des débuts très, très, très plates, très, très durs, très, 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 très répétitifs, des débuts sur lesquels on ne fait jamais de colloques, sur lesquels on ne fait jamais de films, sur lesquels on n'écrit jamais de livres, mais qui sont la condition de possibilité de tout le reste. C'était la première chose donc que je voulais vous dire cet après-midi. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'est une anecdote qui m'est arrivée dans le cadre plus spécifiquement de mon travail de porte-parole, où j'ai eu à faire, vous le savez, des dizaines et des dizaines d'entrevues, de débats pendant plusieurs mois, souvent dans des conditions très dures. Hein, il y avait beaucoup de gens dans l'espace public, dans les médias, qui étaient très critiques, qui étaient très agressifs contre les étudiants, les étudiantes et leurs porte-parole. Puis, l'anecdote que je vous raconte, vous en avez peut-être celle-là aussi entendu parler. On est le 22 mars, en fait, 2012. Et c'était dans des journées comme le 22 mars, pour vous donner une idée, je pouvais faire entre 30 et 50 entrevues en une journée. Donc, on était constamment sur la route à faire la navette entre les différents studios de télé, ensuite aller, par exemple, dans la manifestation, quelques minutes, le temps de faire quelques photos, de faire quelques entrevues, et ensuite de repartir sur une ronde d'entrevues. C'était vraiment des grosses journées. Et le 22 mars, vous vous en rappelez peut-être, c'était une manifestation très, très grande, hein, plus de 300 000 personnes à Montréal. Nous, on avait comme objectif 100 000. Alors, on a été complètement surpris par la taille de la mobilisation cette journée-là. Et donc, je suis en voiture et je tente de me rendre au studio dans un studio de télévision pour donner une entrevue. Or, la manifestation est tellement grande qu'on est nous-mêmes coincés dans le bouchon de circulation causé par la manifestation. Alors là, on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à temps au studio. Alors, je demande à mon attaché de presse d'appeler au studio pour s'excuser, dire que
on ne sera pas là à l'heure, on est désolé. Mais je dis, offre-leur de faire l'entrevue par téléphone quand même, au moins. Alors, ils acceptent de faire donc l'entrevue par téléphone. Et on commence l'entrevue. On est toujours en voiture, là. Et on pose des questions. C'est assez agressif, tout ça. Assez, agressif est le bon mot. Et puis, on passe à travers un tunnel. Alors, la connexion coupe. Et là, merde. Hein? Bon, alors là, on sort du tunnel, je rappelle, on recommence l'entrevue et moi, donc, j'ai pas conscience de ce qui s'est passé pendant le moment où j'étais pas en ligne, parce que j'étais dans le tunnel. Mais donc, l'entrevue reprend et la première question qu'on me pose en reprenant l'entrevue, c'est Monsieur Nadeau-Dubois, le gouvernement libéral a été élu avec un mandat clair de la part des Québécois et des Québécoises. Ce gouvernement-là, donc, en tant que gouvernement légitime, décide d'augmenter les frais de scolarité. C'est quoi votre légitimité, vous, comme mouvement étudiant, de venir refuser cette décision-là? Dans le fond, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'empêcher un gouvernement légitimement élu d'appliquer une mesure. Donc, vous êtes essentiellement un mouvement antidémocratique. Puisque le gouvernement est démocratiquement élu, pas vous, et vous tentez de bloquer sa décision. Donc, forcément, vous êtes un mouvement antidémocratique. Et il va même me dire, l'animateur, la chose suivante, il me dit, Monsieur Nadeau-Dubois, la démocratie, c'est aux élections. Entre les élections, c'est la gouvernance. Et vous, ce que vous faites, c'est empêcher un gouvernement de jouer son rôle. Et bon, ça m'a... je me rappelle que ça m'avait fait beaucoup sursauter de me faire dire ça parce que c'est un argument quand même troublant, je trouve. Et ce n'est pas un argument si ridicule qu'il n'y paraît, et c'est un argument qui a convaincu beaucoup de gens au Québec en 2012. Beaucoup de gens au Québec en 2012 qui ont cru ça, que le mouvement étudiant québécois, étant donné qu'il s'opposait à un gouvernement démocratiquement élu, bien forcément, c'est un mouvement antidémocratique. Et si cet argument-là a eu autant d'écho chez nos concitoyens et nos concitoyennes, c'est parce que notre conception de la démocratie dans les dernières années, elle s'est énormément rétrécie. C'est parce qu'on en est arrivé à un point où on s'est fait donc convaincre qu'en effet, la démocratie, c'était essentiellement le fait de voter une fois aux 4 ans pour des gens et, dans l'intervalle, de se taire, de magasiner et d'écouter la voix, je ne sais pas, le dimanche soir. Et c'est très dangereux, cette conception-là de la démocratie, parce que c'est une conception très, 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 très réductrice de ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est bien sûr, oui, le fait notamment d'élire un gouvernement qui prend des décisions, mais ce n'est pas juste ça. La démocratie, c'est aussi la présence dans la société de toute une série de contre-pouvoirs. Donc, bien sûr, le pouvoir juridique, le pouvoir législatif, mais aussi ceux qu'on appelle souvent le quatrième pouvoir, les médias. Et un des autres contre-pouvoirs, bien, ce sont les mouvements sociaux. Le mouvement féministe, le mouvement étudiant, le mouvement syndical, le mouvement des droits civils, le mouvement écologiste. On pourrait en faire la liste, là, le mouvement communautaire. Ces mouvements-là, ce ne sont pas des obstacles à la démocratie, ce ne sont pas des barrières à la démocratie, ce sont des ingrédients, ce sont des éléments constitutifs d'une démocratie parce qu'ils ont le rôle, donc, de servir de garde-fou au pouvoir. Lorsqu'entre les élections, il prend des décisions qui peuvent aller donc, à l'encontre du bien commun. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur la démocratie. C'est que les mouvements sociaux, ils font partie de ce qui fait qu'une société est démocratique. Ce qui fait qu'une société est démocratique, ce n'est pas seulement le fait d'élire les gens qui prennent des décisions à notre place, c'est aussi et surtout le fait d'être dans une société où il y a une multiplicité d'acteurs qui participent à la délibération, qui participent au débat démocratique. Les médias, bien sûr, en font partie, mais tous les groupes sociaux, tous les groupes citoyens aussi font partie de ces acteurs-là qui, tous ensemble, débattent, discutent, font valoir des points de vue. Et bien sûr, au bout de ça, il y a une décision. Mais la démocratie, ce n'est pas juste la décision qu'il y a au bout. C'est aussi tout le processus de délibération, de débat entre tous ces acteurs-là. Et le mouvement étudiant, en 2012, je considère, faisait partie de ces acteurs démocratiques-là. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, la présence dans une société d'une multiplicité de groupes comme ceux-là, la présence d'une multiplicité donc de lieux sociaux où on fait de la politique entre les élections,
la présence de ces lieux-là, loin d'affaiblir la participation électorale ou la participation politique, ce que les études montrent, c'est que ça l'encourage. Je vous donne une statistique pour illustrer mon propos. Il y a l'économiste Paul Krugman aux États-Unis qui a calculé que si le taux de syndicalisation aux États-Unis actuellement était au même niveau qu'en 1964, c'est-à-dire beaucoup plus haut, parce que vous savez que le taux de syndicalisation aux États-Unis, depuis les années 60, il a chuté là, de manière vertigineuse. Donc, si le taux de syndicalisation aux États-Unis était resté stable au lieu de diminuer drastiquement, mais le taux de participation électorale du 2/3 des Américains les moins fortunés serait de 10 % plus élevé. Et celui du 10 % les plus fortunés serait seulement de 1 % plus élevé. La statistique est un peu complexe, mais grosso modo, ça dit quand même un truc très clair, cette statistique-là. Ce que ça nous montre, c'est que quand dans une société, les pouvoirs politiques intermédiaires, comme le mouvement syndical, mais aussi comme le mouvement étudiant, s'affaiblissent, quand donc il y a des lieux de participation politique intermédiaire qui disparaissent, bien, les gens sont moins politisés, pour le dire simplement. Les gens, donc, participent moins politiquement entre les élections et les élections venues votent moins. C'est la première chose que cette statistique-là nous dit, que plus il y a de mouvements sociaux qui aident à politiser les gens, bien, plus les gens, après ça, sont susceptibles d'aller voter. Mais la deuxième chose que cette statistique-là nous dit, c'est que cet effet de politisation des mouvements sociaux, il ne s'applique pas également sur toute la société. Cet effet de politisation-là des mouvements sociaux, il existe surtout dans les classes les plus populaires. Il existe surtout chez les plus démunis. Parce que, comme je vous disais, ce que Krugman a montré, c'est que c'est surtout chez le 2/3 des moins fortunés que cet effet-là de politisation aurait été plus élevé, 10 % de plus de taux de participation électorale. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand dans une société, on affaiblit les mouvements citoyens, quand on affaiblit les lieux de participation politique intermédiaire, on contribue à renforcer un des défauts constitutifs de la démocratie parlementaire, et ça, c'est le fait d'être structurellement biaisé en faveur des plus fortunés. Dans une démocratie comme la nôtre, vous le savez, les partis vont s'adresser de manière systématique aux gens qui sont plus susceptibles de voter. C'est tout simple, c'est normal, on pourrait dire, parce qu'ils veulent gagner leurs élections. Or, ce que toutes les études montrent, c'est que un des indicateurs qui détermine le plus précisément la propension de quelqu'un à voter, c'est le revenu. Dans nos sociétés, qui sont des sociétés fortement inégalitaires, les études montrent que plus les gens ont de l'argent, plus il y a de chances qu'ils vont aller voter aux élections. Et les partis politiques ne seront pas plus fous qu'un autre. Qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ça? Bien, à qui ils ont avantage à s'adresser pour aller chercher des votes? À ces gens-là. Et quelles propositions politiques ils ont avantage à mettre de l'avant pour aller chercher le vote de ces gens-là? Bien, des propositions politiques qui les avantagent. Donc, il y a, dans des sociétés fortement inégalitaires comme les nôtres, où les inégalités sociales sont importantes, la démocratie libérale, elle est structurellement biaisée en faveur des électeurs les plus fortunés. Et ce que les mouvements sociaux, comme le mouvement syndical ou le mouvement étudiant viennent faire, c'est compenser ce biais-là en contribuant à politiser les électeurs les moins fortunés. D'où donc cette statistique qui montre que la chute du mouvement syndical aux États-Unis a fait chuter la participation électorale des plus défavorisés, alors qu'elle n'a à peu près rien changé à la participation électorale des plus favorisés. Là, j'ai pris l'exemple du mouvement syndical aux États-Unis parce que c'est un exemple qui a été chiffré historiquement. Mais c'est des dynamiques qu'on observe dans toutes les démocraties, y compris au Québec. La disparition des mouvements citoyens, la disparition des lieux de participation politique, le premier effet que ça a, c'est de dépolitiser les électeurs les plus défavorisés et donc de contribuer à biaiser le jeu électoral en faveur des plus favorisés. Et donc, cet argument-là que m'a servi ce fameux journaliste, il est donc extrêmement dangereux et je crois qu'il faut se battre contre cette conception-là de la démocratie avec toutes nos forces parce que c'est très, très pernicieux de réduire la démocratie comme ça au simple jeu électoral. C'est donc oublier que tous les mouvements sociaux, tous les mouvements citoyens, loin de
d'être des obstacles à la démocratie, ça fait partie de ce qui fait fonctionner une démocratie, surtout dans un contexte, donc, où les inégalités sociales sont importantes. Pour terminer l'anecdote de manière un peu plus légère, si vous voulez savoir ce qui s'était passé pendant l'interruption de service, je l'ai su seulement plusieurs semaines après en voyant la vidéo circuler sur Internet, mais les deux animateurs avaient, pendant donc l'interruption, dit en ondes, « Ah, vous voyez, ça c'est un vieux truc quand on ne veut pas répondre à une question. On fait à semblant que le téléphone coupe et qu'il y a eu une interruption de service, alors que dans les faits, c'est juste que notre question l'embêtait trop. » T'sais. Et évidemment, quand je me suis reconnecté 5 minutes plus tard, ils n'ont jamais corrigé le tir en disant « Ah, donc finalement, c'est un problème technique. » Cette anecdote-là ne parle pas juste de notre conception réductrice de la démocratie, ça parle aussi, pour rester poli, du manque de rigueur parfois de certains journalistes. C'est pas mon genre. La troisième histoire que je voulais vous partager, c'est une anecdote qui m'est arrivée le 22 mai 2012, lors de la dernière grande manifestation des 22 de chaque mois. Il y avait plus de 300 000 personnes, encore une fois, dans les rues de Montréal. C'était une manifestation qui visait notamment à contester l'adoption de la loi spéciale par le gouvernement libéral de l'époque. Et bon, ben, dans ces manifestations-là, à ce moment-là, évidemment, je me promenais, puis il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, qui venaient me féliciter, qui venaient même me serrer dans leurs bras, me dire bravo, me donner leur courage. Et j'ai reçu donc, en 2012, des milliers de témoignages de jeunes, de moins jeunes, qui venaient me dire à quel point la mobilisation les avait inspirés, me dire à quel point ils étaient contents de voir le Québec se soulever comme ça. Mais il y a une anecdote, il y a un témoignage en particulier qui m'est resté en tête, qui me reste encore en tête, parce qu'il y en a eu des milliers, je ne me rappelle pas de tout ce que les gens m'ont dit, mais il y a un témoignage dont je me rappelle encore et dont je pense que je vais me rappeler toute ma vie. C'était donc, je le disais, le 22 mai. Et il y a cette jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Gabriel, moi, ma famille est d'origine libanaise. Ils sont arrivés du Liban il y a plusieurs années. Moi, je suis né au Québec, mais j'ai toujours été dérangé, donc c'est la jeune fille qui me dit ça, par le fait que mes parents, en fait, même si ça fait maintenant presque 20 ans qu'ils sont au Québec, ils n'ont jamais lu les journaux au Québec, ils n'ont jamais écouté la télévision québécoise, ils n'ont jamais écouté de musique québécoise. Ils ont toujours suivi les nouvelles du Liban, ils ont toujours comme eu une réticence, ils ont toujours refusé vraiment de s'intégrer à la vie politique québécoise. Pourtant, ils ont le droit de vote, mais ils s'en sont comme toujours foutus, sont restés littéralement accrochés au débat politique de leur pays d'origine. Puis donc, la jeune fille me dit, j'ai toujours trouvé ça triste. Mais elle l'enchaîne, elle me dit, mais la grève va changer ça. Et je dis, pourquoi? Et donc, la jeune fille me raconte que ça a commencé au tout début de la grève, lorsqu'elle est rentrée du cégep en portant un carré rouge, et que donc sa mère lui demande, mais qu'est-ce que c'est, tu sais? Alors là, sa fille est forcée de lui expliquer, lui raconte qu'en fait, c'est un signe pour s'opposer à la hausse des frais de scolarité. Puis là, sa mère a dit, mais c'est quoi ça, la hausse des frais de scolarité? Ah ben, la hausse des frais de scolarité, c'est parce que, bon, avant, c'était gelé au Québec, on a les plus bas au Canada, là, ils veulent les augmenter. Donc, la jeune fille est forcée, dans le fond, de raconter toute l'histoire. Et là, les libéraux, c'est qui les libéraux? Ah bon, ben les libéraux. Ben ça, les libéraux, c'est, dans le fond, le parti au pouvoir. Le premier ministre s'appelle Jean Charest. Ah, OK, tout ça. Et donc, par ce bout de tissu, dans le fond, cette jeune fille-là, c'est comme un peu obligée de non seulement parler de c'est quoi, du fait qu'il y a un vote de grève, du fait qu'il y a une hausse des frais de scolarité, mais donc de c'est quoi le Parti libéral. Puis là, si tu racontes c'est quoi le Parti libéral, il faut un peu que tu racontes c'est quoi le Parti québécois. Puis là, oui, le débat sur l'indépendance, mais le débat gauche-droite, et là, l'austérité, et puis le modèle québécois, c'est quoi? Bon, alors, de fil en aiguille, elle se met littéralement à faire un espèce de cours de politique 101 à sa mère, tu sais. Ce premier soir-là. Donc, c'est seulement le début, hein. Et se met à se développer donc cette habitude-là entre cette jeune fille et sa mère. À chaque fois qu'elle rentre de l'école, sa mère vous pose une question. Ah, donc, ça en est où, là, cette histoire-là de frais de scolarité? Et donc, il se met à se tisser un dialogue, dans le fond, entre cette jeune fille-là et sa mère sur la politique québécoise, sur une base quasi quotidienne. Mais cette jeune fille-là me dit, j'ai remarqué qu'elle m'en parlait à moi, puis elle avait l'air très intéressée, mais en famille, en public, autour de la table, elle n'en parlait jamais. Elle me posait des questions, mais c'est comme si elle n'en parlait avec personne d'autre que moi. Jusqu'à l'adoption de la loi spéciale. Où donc, après 2 mois de
confidence entre la mère et la fille, le sujet finit par arriver littéralement à la table à souper familial. Et là, les détails m'échappent, mais ce que je me rappelle, c'est donc que la jeune fille me dit que là, le sujet de la loi spéciale vient sur la table, ça commence à en parler. Et là, le père dit un truc du genre, ben moi, maintenant, il fallait que ça finisse, cette grève-là. Et là, la mère de donner un coup sur la table et de dire, non, ça n'a pas d'allure. Nous autres, au Québec, c'est pas ça qu'on veut. Et là, la jeune fille de me dire, j'avais jamais entendu ma mère dire ça. Nous autres, au Québec, on ne veut pas ça. Donc, elle me dit, je me suis rendu compte que cette grève-là, Gabrielle, elle a rendu ma mère québécoise. C'est cette mobilisation sociale-là qui l'a rendue québécoise. Et la raison pour laquelle ça m'a autant marqué à ce moment-là, et je vous dirais même, la raison pour laquelle cette anecdote-là me marque encore plus aujourd'hui qu'elle m'a marqué à l'époque, c'est que depuis 2012, on a assisté à au retour d'un débat sur le thème de l'identité, sur le thème de l'intégration des nouveaux arrivants. Et on a beaucoup eu ce débat-là en parlant de laïcité, de signes religieux. On s'est mis à rivaliser d'originalité pour trouver des solutions sur à qui on va enlever quel signe religieux, dans quel contexte. Et on a fait comme si, dans le fond, parler de ça, c'était parler d'intégration, alors que dans les faits, l'intégration dans une société, et cette histoire-là, je crois, le montre de manière magnifique, ça passe beaucoup moins par des chartes, par des politiques, par des campagnes de publicité pour dire qu'on est tous au Québec ensemble. Cette histoire-là montre que l'intégration à une société, ça se fait avant tout par la participation citoyenne, par la participation politique, puis par le fait de se sentir partie prenante des débats de société. Et donc, merci. Et donc, pour moi, cette histoire-là, elle est probablement même encore plus pertinente en 2017 qu'elle l'était en 2012. Ça nous montre que dans tous ces débats parfois superficiels qui nous entourent sur la diversité, sur l'intégration, bien, c'est important de rappeler donc, puis je vais m'arrêter ici en concluant, mais que si on veut construire le Québec de demain, si on veut construire ce Québec-là ensemble, ce qu'il faut, c'est pas mal moins se chicaner sur des signes religieux puis la soi-disant laïcité, mais au contraire, continuer à faire de la société québécoise une société démocratique, une société où il y a des mouvements citoyens qui incluent les gens du Québec, peu importe d'où ils viennent, peu importe la couleur de leur peau, peu importe la religion qu'ils pratiquent. Moi, c'est à ce type d'intégration-là, c'est à ce Québec-là que j'ai envie de contribuer. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où je vous parle, je suis rendu en politique. C'est que depuis donc ces 5 années-là de réflexion, depuis 2012, je me suis rendu compte que toutes les luttes qu'on mène doivent culminer également sur le plan politique. Je termine vraiment en vous disant une chose. Je vous ai raconté cet après-midi 3 anecdotes très, très différentes. Une qui portait sur l'importance de la mobilisation politique, puis l'importance de se rappeler que derrière tout ce qu'il peut y avoir de glamour et de romantique dans ces grandes luttes-là, tout ça part quand même d'un effort de terrain passablement plus dur, mais qui est la condition de possibilité de ces réussites-là. Je vous ai raconté une deuxième anecdote qui parlait des médias, mais qui parlait surtout de notre conception de la démocratie, qui s'est dangereusement rétrécie. On s'est mis à oublier à quel point la démocratie, ce n'est pas seulement le fait de voter une fois aux 4 ans, mais au contraire, une démocratie, c'est une société dans laquelle il existe le plus de paliers possible, le plus de marches possible à l'escalier qui sépare l'individu des grandes affaires publiques. Pour moi, le mouvement étudiant, c'est une des marches dans cet escalier-là, puis plus il y a de marches, mieux c'est. Puis je vous ai raconté finalement une troisième anecdote qui portait sur le rôle, sur la fonction d'intégration, sur la fonction d'intégration de la mobilisation politique et citoyenne, qui me semble être une manière beaucoup plus saine d'aborder ces enjeux-là que la manière dont on l'aborde, dont on l'a abordé dans les dernières années au Québec et dont malheureusement on l'aborde actuellement en France, aux États-Unis. Alors, je m'arrête ici. Je ne sais même plus combien de temps j'ai parlé. J'avais promis de parler pas trop longtemps parce que j'aimerais bien prendre vos questions. J'espère que vous en avez. J'aimerais donc qu'on discute non seulement de ce que j'ai dit, mais de manière plus importante de 2012, de ce qui en reste et de ce qu'on peut encore faire donc de cette mobilisation-là. Merci.